Certes, l'hiver 2017-2018 a été froid. Très froid. Anormalement froid. Un peu comme l'hiver 2015-2016 avait été anormalement doux. Mais cela n'explique pas tout. Il n'excuse rien. La demande d'énergie pour le chauffage et l'industrie a été si forte en ce début de février 2018 que le Centre de répartition nationale d'électricité a demandé aux pilotes des centrales nucléaires de pousser les feux. Dans les limites des consignes de sécurité, bien sûr. À Nogent-sur-Seine, l'ordre a été réceptionné par Régis, un chef de car fraîchement promu sous les huées de ses camarades syndicalistes. Régis n'était pas suicidaire. Du moins, n'avait-il pas été diagnostiqué comme tel, dans le cadre du programme de surveillance de la santé psychologique des personnels à haute responsabilité. Disons qu'il était désabusé, écœuré par son travail, par sa hiérarchie, déçu aussi par sa vie de famille, ou ce qu'il en restait, et accablé par l'hostilité de ses collègues. Alors, quand il a reçu cet ordre, Régis a simplement murmuré « Forcez la marmite. Ils vont être servis. » Il est passé en pilotage manuel et il a remonté les barres de graphite au maximum. Puis, il les a verrouillées. Ses équipiers n'ont rien remarqué. C'était le chef. Il devait savoir ce qu'il faisait, alors personne n'a vérifié. Lorsque les alarmes se sont mises à hurler, ils ont bien essayé de se précipiter sur le tableau de commande. Régis les a regardés faire, sans bouger. De toute façon, c'était trop tard. La température du cœur avait déformé les gaines et la descente des barres de modération était désormais impossible. Les pouvoirs publics avaient tardé à prendre la mesure de la catastrophe. Et de plus, les conditions climatiques exécrables rendaient impossible l'évacuation de la région parisienne. Le drame de Nogent avait provoqué, sous la pression de l'opinion publique, l'arrêt quasi immédiat des 58 réacteurs qui fournissaient 75% de l'énergie électrique du pays. Ces arrêts d'urgence improvisés, sans que soit disponible l'énergie suffisante pour dégeler l'eau fluviale indispensable au refroidissement des réacteurs stoppés, avaient provoqué, pour 3 centrales situées dans différentes régions françaises, de nouveaux accidents nucléaires majeurs. L'Europe avait à ce point sous-estimé la gravité de la situation que les responsables belges, espagnols et tchèques avaient cru bon de pousser à leur tour leurs centrales dans l'espoir de compenser l'absence des gigawatts d'origine française. Mauvaise pioche. Les microfissures précédemment détectées sur les cuves et qui avaient été jugées compatibles avec le prolongement des durées d'exploitation de centrales vieillissantes provoquèrent dans ces conditions extrêmes 4 autres accidents nucléaires de niveau 7. En 3 jours, toute l'Europe de l'Ouest était devenue inhabitable et hostile, contaminée et contaminante, pour quelques siècles seulement, compte tenu des périodes de demi-vie des radionucléides largués dans l'atmosphère et retombés sur les sols et les bâtiments. Mais c'était là une maigre consolation. Dire que l'exode a été improvisé serait litotueux et spécieux. Le président récemment élu avait utilisé son Airbus de fonction pour s'enfuir vers les USA. Il avait proposé à ses ministres de l'accompagner, sous prétexte de gérer le pays à distance, en précisant qu'il n'y avait pas de place pour leurs familles respectives. Tous avaient accepté.
à l'exception de 3 d'entre eux. À part l'avion présidentiel français et quelques rares jets privés, aucun aéronef n'avait pu quitter le continent. Les voitures s'étaient ruées sur les routes, chargées de nourriture et de vêtements pour celles des classes laborieuses, emplies d'argent liquide, de bijoux et d'objets d'art pour celles des familles privilégiées, qui se croyaient telles. Elles n'étaient pas allées loin, tout étant bloqué par de gigantesques embouteillages, aggravés par d'incessantes chutes de neige. De surcroît, les stations-service n'étaient plus approvisionnées. Les pugilats pour s'approprier les derniers litres d'essence furent inutiles, bien que parfois meurtriers. Beaucoup de voitures servirent de cercueil à leurs occupants. Pour celles qui stoppèrent leur fuite aux environs des centrales sinistrées, telle fut et restera leur destinée finale. Une fois les véhicules abandonnés, les passagers s'étaient aventurés à prolonger leur fuite à pied. Au moins, pendant la retraite de Russie, les soldats disposaient de vêtements adaptés et d'un minimum d'intendance. A contrario, l'exode des sinistrés de Nogent et du parc nucléaire européen fut totalement apocalyptique. Même la Bible n'avait pas osé imaginer une telle débâcle, ni une telle densité de souffrance. Les chemins étroits bordés par 2 murs de neige fraîche étaient jonchés de cadavres ou d'agonisants, qui finissaient par former un tapis sur lequel le troupeau de fuyards marchait. Marchait toujours, marchait encore. Il n'y avait plus d'humanité. Il y avait des zombies en marche. Ces chemins convergeaient vers les ports, où les rescapés espéraient trouver une embarcation qui leur permettrait de rejoindre cette nouvelle terre promise que représentait l'Afrique. La mer du Nord était partiellement gelée, comme cela s'était déjà produit en février 1963, si bien que l'Angleterre était inaccessible à ceux parmi les nouveaux migrants qui vinrent grossir les rangs des occupants de la jungle de Calais. Restaient les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée qui furent pris d'assaut. Le chaos atteignit son paroxysme à Lampedusa, où se croisaient des flux migratoires antagonistes, puis désorientés. Seuls quelques pourcents des Européens de l'Ouest réussirent à survivre aux retombées nucléaires, puis aux affres de l'exode hivernal. Mais quelques pourcents de plus de 300 millions de personnes, cela fait beaucoup de monde. Et pour ces survivants, l'Odyssée maritime aura été une épreuve pire encore que la transhumance déshumanisante qu'ils venaient d'endurer. Embarqués en surnombre sur des esquifs affamés à l'issue d'une longue marche durant laquelle les pillages de supermarchés avaient à peine suffi à procurer des rations de survie aux plus forts, ils devinrent les successeurs, malgré eux, des martyrs hugoliens. Oh, combien de marins, combien de capitaines, qui sont partis contraints pour cette course lointaine. Dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien ont disparu? Dure et triste fortune. Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages? L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages. En fuyant l'atome, ils ont vu sceller leur sort dans la plus tragique et la plus affreuse des morts. Ce fut une horde décimée qui débarqua en terre africaine par vagues successives, depuis des bateaux de plaisance ou de pêche épargnés par les terribles tempêtes. Parmi les premiers arrivés, beaucoup d'Espagnols et de Français, des hommes seuls en majorité, quelques familles qui pleuraient pour la plupart ceux de leurs enfants perdus durant l'exode. Beaucoup de malades, très affaiblis par les épreuves physiques et la malnutrition. Et surtout, de pauvres airs, angoissés par l'incertitude sur les doses de radiation reçues et sur leurs conséquences.
Les plus lucides réalisaient que pour avoir sauvé leur vie, ils n'en avaient pas moins laissé derrière eux leur espérance de vie, au singulier comme au pluriel. On imagine combien les pays africains se trouvèrent dépourvus quand ces migrants affluèrent sur leur sol. Ils tentèrent de calculer des quotas. Mais sur quelle base? Et où en discuter? Le continent ne disposait même pas d'instances internationales structurées, sauf pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations du football. L'un des pays les plus envahis fut le Niger, qui, comme ses voisins, essaya courageusement de faire face à cette situation imprévisible. Voici ce qui a pu être entendu lors d'un débat de crise organisé à la hâte le 15 février 2018 à l'Assemblée nationale nigérienne. Qu'allons-nous faire de tous ces immigrés? Nous ne pouvons quand même pas les renvoyer chez nos voisins algériens, libyens ou nigériens, dont ils ont traversé les pays pour parvenir jusqu'ici, à charge pour eux de les rejeter à la mer. Nous sommes quand même un peu responsables. Comment ça? Si nous avions refusé de leur vendre notre uranium, ils n'en seraient pas là. Ils ne nous ont pas laissé le choix. D'ailleurs, cet uranium maudit, ils nous l'ont confisqué, plus qu'ils ne l'ont acheté. Pas faux. Mais comment les loger? Nous n'avons déjà pas suffisamment de toits pour nos ressortissants. Et même si nous arrivons à les loger, que pouvons-nous leur faire faire? Il y a bien des médecins parmi eux, mais ils ne pratiquent qu'une médecine chimique, dépendante d'une industrie pharmaceutique disparue avec leur continent. Pas un d'entre eux ne connaît les plantes qui soignent. Il y a aussi des enseignants et des avocats, mais ils sont pollués, plus encore que par les radiations, par les certitudes de leur foutu capitalisme libéral qui les a conduits là où ils sont. Et pour les nourrir, pour l'instant, ils proposent des liasses d'euros, dont certains n'ont pas compris qu'ils n'avaient plus aucune valeur, ou des montres de luxe en échange de nourriture à nos compatriotes, qui doivent constamment leur rappeler ce proverbe indien terriblement prémonitoire: quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors on saura que l'argent ne se mange pas. Et pour les vêtir, leurs femmes continuent à arborer ces tenues indécentes. Et s'ils s'en trouvaient, les hommes se coifferaient volontiers de casques coloniaux. Franchement, vous croyez que nous allons pouvoir les intégrer? C'est là toute la question.